À la une de l'actualité ce soir, le successeur de Salif Diallo à la tête de l'Assemblée nationale sera connu le 8 septembre prochain. En attendant, les députés viennent de clôturer la session ouverte suite au décès du président de l'institution parlementaire. L'ambiance d'une fin de plénière toute particulière dans ce journal. Dans ce journal également, zoom sur cette vente anarchique de moutons dans la ville de Ouagadougou à quelques 2 jours de la Tabaski. Difficile d'emprunter les grandes voies de la capitale sans voir ces marchés spontanés des petits ruminants. Une pratique dénoncée par le syndicat des vendeurs de bétail qui s'insurge contre cette concurrence déloyale. Vous les entendrez dans cette édition. Dans cette édition, le début du pèlerinage à la Mecque, plus de 2 millions de fidèles musulmans sont réunis en ce moment dans la ville sainte de l'islam pour accomplir les rites du 5e pilier de l'islam. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le 8 septembre prochain, les députés de l'Assemblée nationale vont procéder à l'élection de leur nouveau président. Une élection qui se déroule dans le cadre d'une session extraordinaire. Pendant ce temps, ils viennent d'achever une autre session extraordinaire cet après-midi même suite au décès du président de l'Assemblée nationale. Le point avec Idrissa Warga et Aimé Solange Guigma. Cette plénière de l'Assemblée nationale met fin à la session spéciale ouverte le 19 août dernier suite au décès du président de l'Assemblée nationale, Dr Salifou Diallo. Un décès qui a engendré au sein de l'hémicycle une double vacance de poste, celle du siège et celle de la présidence de l'Assemblée nationale, d'où l'adoption par les 101 votants de l'ouverture d'une session extraordinaire. Dès demain, 31 septembre, août autant pour moi, la session extraordinaire va s'ouvrir et doit durer au maximum 15 jours. Nous avons prévu de faire l'élection le 8 septembre à partir de 10 h. En principe, si tout va bien, après l'élection, la séance sera close. La session extraordinaire sera en même temps close. Mais auparavant, nous allons appeler son suppléant qui doit valider son mandat pour que nous ayons les 127 députés et procéder bien sûr aux élections. Ce fut également l'occasion pour le président de l'Assemblée par intérim, Maître Benewende Sankara, de remercier les députés et le personnel administratif pour la mobilisation dont ils ont fait preuve lors de la cérémonie d'hommage et des obsèques du défunt président. Et justement à ce propos, s'est arrêté le président de l'Assemblée nationale, vu la Constitution, vu la résolution AN du 30 décembre 2015 portant validation du mandat des députés, vu la résolution AN du 11 janvier 2016 portant règlement de l'Assemblée nationale, à la demande des députés et suite à la tenue de la séance plénière du mercredi 30 août 2017, arrête, article 1, les députés sont convoqués pour la 3e session extraordinaire de l'année 2017 du jeudi 31 août au vendredi 8 septembre 2017. Article 2, le présent arrêté sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou le 30 août 2017, signé pour le président du bureau national de l'Assemblée nationale, Maître Benewende Stanislas Sankara. Une loi pour laquelle le défunt président de l'Assemblée nationale avait affiché sa détermination, c'est bien celle sur les PPP, les partenariats publics-privés. Ce matin, le secteur privé et le gouvernement se sont retrouvés pour une rencontre d'immersion. L'objectif étant de partager toutes les informations sur ces ententes directes. Fini donc les polémiques autour de l'adoption de la loi en juillet dernier. Le secteur privé s'est montré très intéressé par ces allègements de procédures. On fait le point avec Césaire Carfo et Vincent Tiendrebego. Les marchés du partenariat public-privé, tels qu'adoptés en juillet dernier par l'Assemblée nationale, fait l'objet de cette rencontre d'échange entre le secteur privé et l'administration publique. Objectif, partager toutes les informations liées au PPP et répondre aux préoccupations des opérateurs économiques. Un certain nombre d'acteurs du secteur privé ont souhaité avoir beaucoup plus d'explications. Ils ont approché la Chambre de commerce. Et nous avons pensé que la meilleure des manières était de faire appel au gouvernement, notamment au ministère des Finances et aux différents ministères sectoriels, pour donner donc des explications sur cet allègement de procédure. Les ministères qui ont des projets précis et qui ont des partenaires qui veulent intervenir en PPP
ils ont l'autorisation de contractualiser en entente directe à condition de soumettre donc ces projets au Conseil des ministres qui devra les valider auparavant. Voilà. Et donc ça a été présenté qu'à partir du moment où la loi a été promulguée, le délai qui court c'est jusqu'en fin janvier 2018 maximum. L'adoption de la loi portant allègement de la procédure de contractualisation des projets par des partenariats publics-privés avait fait l'objet de vives polémiques. Mais tout compte fait, l'idée est bénéfique pour les opérateurs du privé. C'est vrai que la loi a fait beaucoup de débats. Nous ne pouvons pas être en dehors un peu des débats que ça peut susciter sur le plan politique. Mais les explications qui ont été données par le gouvernement, a priori, montrent qu'il y aura un contrôle à tous les niveaux. Adoptée pour un délai de 6 mois, la mise en œuvre des partenariats publics-privés se déroule bien dans les différents départements ministériels, selon le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et du développement. À cette rencontre, le secteur privé national s'est montré très intéressé par les PPP et veut engager une part importante de ces marchés. Le ministère en charge des droits humains au rapport sur ses activités de promotion et de protection des droits humains au Burkina, c'est avec le Bureau pour l'Afrique de l'Ouest du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains que le ministère a fait le point de ses actions. Un examen périodique qui permet au Bureau de faire des recommandations au Burkina, notamment sur la lutte contre l'impunité et le renforcement de la législation. Des détails avec Moumouni Soubega. La transparence, la lutte contre l'impunité et le renforcement de la législation, ce sont entre autres les recommandations faites au Burkina à la rencontre relative à l'examen périodique universel. L'objectif, c'est de contribuer à renforcer la promotion et la protection des droits humains au pays des hommes intègres. Ces recommandations, les premiers responsables du département en charge des droits humains promettent de les mettre en œuvre. La cible, c'est d'atteindre 90% des recommandations. Pas parce que le Burkina n'est pas prêt à mettre tout en œuvre, mais il y a souvent certaines recommandations dont la mise en œuvre nécessite un long processus ou nécessite un certain nombre de moyens. Pour la mise en œuvre de ces recommandations, le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest du Haut Commissariat aux droits de l'homme s'engage à accompagner le Burkina dans sa quête de promotion des droits humains. Il est important que ces recommandations puissent nourrir la programmation des uns et des autres. Quand le ministre a dit tout à l'heure que le gouvernement prend l'engagement de mettre en œuvre ces recommandations, bon, c'est une très bonne chose. Vous voyez, mais pour que les autres partenaires également puissent avoir le même cadre de résultat que le gouvernement, il faudrait que ces recommandations soient connues des autres acteurs également, et qu'il s'agisse des acteurs non étatiques que des partenaires techniques et financiers. La présente rencontre a également pour mission d'amender le document et de le valider. Il sera par la suite présenté à Genève en avril 2018. Et pour la promotion et la protection des droits humains au Burkina, le concours des enseignants est essentiel et l'introduction de l'enseignement du civisme au primaire nécessite une formation des enseignants. Ce 29 août, le ministère en charge de l'éducation nationale a réuni des enseignants du privé tout comme du public pour administrer des pédagogies appropriées. On fait le point avec Fabrice Nebier et Maimouna Traoré. Ces 50 encadreurs des écoles publiques et privées de formation des enseignants du primaire sont appelés à renforcer leurs connaissances sur les droits humains pour mieux les enseigner aux élèves maîtres. L'introduction de l'éducation aux droits humains dans les curricula au primaire nécessite une formation des acteurs à la base. Quand on regarde un peu comment est-ce que les uns et les autres se comportent, le développement de l'incivisme et autres, c'est parce que justement les gens, les uns et les autres, ne connaissent pas leurs droits et agissent comme bon leur semble en fait. Donc nous nous sommes dit que il faut qu'on reparte au niveau donc de nos enfants pour leur inculquer les valeurs de droits humains, les valeurs de démocratie. La formation vise l'appropriation de l'unité pédagogique élaborée à l'intention des enseignants dans les écoles de formation. Les participants auront également droit à des modules sur les généralités et les mécanismes de protection des droits humains. Les droits humains sont là, mais qu'est-ce qui est mis en place pour permettre ces droits-là de prendre corps
et en cas de violation, comment faire et comment faire également pour les promouvoir. C'est ça en matière de mécanisme. Nous allons voir la pédagogie de l'enseignement de l'éducation aux droits humains qui va être administrée suivant les méthodes en vigueur au niveau du ministère en charge de l'éducation nationale. Pour la bonne conduite de l'éducation aux droits humains au primaire, des missions de suivi seront organisées en vue d'apporter du soutien aux formateurs, de recenser les difficultés et de proposer des solutions. Et puis la gendarmerie nationale annonce que le meurtrier du militaire abattu lundi soir à Ouagadougou s'est rendu le 29 août. Il a été déféré au parquet ce 30 août et l'intéressé a même été auditionné et a reconnu les faits. Une affaire donc à suivre. Dans l'actualité ce soir, la Tabaski c'est dans 2 jours et la préoccupation de chaque fidèle musulman c'est de se procurer un mouton. Des moutons qu'on retrouve dans les marchés à bétail. Mais à côté, il n'est pas rare de voir dans la ville de Ouagadougou des vendeurs ambulants tirant des moutons derrière eux à la recherche de clients. Une concurrence déloyale dénoncée par le syndicat des vendeurs de bétail. Mais que fait la municipalité pour arrêter ces pratiques? On en parle avec Tanga Kafando et Moussa Ouedraogo. À quelques jours de la fête de Tabaski, le mouton, comme à l'accoutumée, est la plus grande préoccupation des fidèles musulmans. Et on en trouve pour toutes les bourses, dans les marchés à bétail comme ici, à la gare Inter à Ouagadougou. Mais ce que dénoncent les vendeurs dans les marchés, c'est ce qu'ils appellent la vente ambulante de moutons dans la ville de Ouagadougou. Il s'agit d'un certain nombre de commerçants qui se baladent dans les artères de la ville de Ouagadougou, tirant des moutons derrière à la recherche de la clientèle. Nous dénonçons cela parce que c'est une concurrence déloyale, parce que tout vent doit se faire dans les marchés. Et il s'agit de 6 marchés qu'on a déterminés. Il s'agit des marchés de bétail de Tanguin, Ouaga Inter, Toysinya, Nyoko 1 et Nyoko 2. Au-delà de la concurrence déloyale, c'est un autre problème qui est posé. L'occupation anarchique de l'espace public que la municipalité combat. Dans la ville de Ouagadougou, la dévoration des animaux est interdite. Et par rapport à cela, la vente de ces animaux en divagation dans la ville de Ouagadougou, il faut dire qu'il relève notre ressort de lutter efficacement contre cela. Et depuis hier, nous avons mis une équipe en branle avec des manœuvres qui vont tourner à travers les artères de la ville de Ouagadougou. Quand ils vont constater ces cas de vente ambulante, là, ils vont interpeller ces animaux. Il y a des endroits que nous avons ciblés qui, à l'approche des fêtes, et il y a des vendeurs d'animaux qui partent occuper ces endroits-là afin de vendre les animaux d'une manière illégale. Donc ces endroits seront visités permanemment par les 2 équipes. Et également, il y a certaines artères que nous avons identifiées également qui font l'objet de la vente de ce type de bétail. Donc ces artères également seront visitées par les 2 équipes. C'est donc une épine de moins au pied des commerçants des marchés à bétail qui ne demandent que le respect des règles auxquelles eux-mêmes et eux tous se sont fixés. Et sur les marchés de bétail de Bobo-Dioulasso, on en trouve des moutons en fonction de toutes les bourses. Le prix est fixé selon les espèces choisies par le client. Les moutons Béli-Béli sont les plus chers. Le prix d'un mouton peut atteindre souvent 500 000 francs CFA. Le constat avec Martin Zerbo et Karim Sissé sur place à Bobo-Dioulasso. Oumarou Oula est un vendeur de petits ruminants à Bobo-Dioulasso. Sa spécialité, les moutons métissés, appelés couramment Béli-Béli. Des moutons dont le prix dépasse souvent celui d'un bœuf. Même si vous payez ce mouton-là 500 000 francs, vraiment vous avez acheté quelque chose que Dieu même a recommandé dans la région musulmane. C'est ça qu'on a recommandé d'abattre lors du Tabaski. Voilà, ce n'est pas la chair qu'on demande, mais la qualité, ce qui est recommandé. Raison pour laquelle ces genres de moutons-là, le prix varie entre 300 et 400 000 francs. Pour ce vendeur de moutons, plusieurs facteurs expliquent le coût élevé de cette variété de bélier. Il faut forcément que le prix augmente. Parce qu'on ne peut pas nourrir ces animaux avec l'herbe uniquement. Et on les nourrit avec les aliments bétail. Alors l'aliment bétail, le prix du sac tourne autour de 7 500 à 11 000 aujourd'hui. Vous voyez ce que ça fait? On ne peut pas nourrir ces animaux-là à partir de ces aliments-là et dire qu'on va prendre ces moutons-là à bas prix. Ali Sawadogo et Soumaïla Sawadogo vendent eux aussi ce genre de moutons. Les clients les admirent, mais leur coût effraie plus d'un.
Il y a de cela 3 jours que je suis là. Les clients discutent du prix, mais ils n'arrivent pas à acheter. Certains me proposent des 100 000 francs. Quand je leur dis d'amener l'argent, ils partent, ils ne les revoient plus. Issa Gakou, par contre, vend d'autres espèces de moutons. Ici, le prix varie entre 40 000 francs et 80 000 francs CFA. Ici, la mouton, c'est moins cher, quoi. Il y a moins cher, il y en a pour 40 000, il y en a pour 80 000, il y en a pour 50 000. Bon, les prix de mouton, on ne peut pas installer que c'est comme ça. Il n'y a pas d'arrêt prix d'un mouton, on discute. Au départ, il m'avait proposé 45 000 francs. Mais après échange, nous sommes entendus sur 35 000 francs. Vraiment, cette année, les moutons coûtent cher. Les vendeurs de moutons Beli Beli nourrissent l'espoir de pouvoir écouler tous leurs moutons. Le marché se poursuit jusqu'au jour même de la fête, donc l'espoir est permis. Dans le reste de l'actualité, une quinzaine de villages dans la Sicile célèbrent la fin de la défécation à l'air libre. Ils viennent d'être récompensés par l'UNICEF pour ces résultats qui consistent à l'abandon de pratiques néfastes à l'assainissement et à l'hygiène. Souleymane Sanou, Olopoda. C'est le fruit de 12 mois d'acceptation et d'engagement en faveur de l'hygiène et de l'assainissement qui est célébré ici à Léo. 14 villages des communes de Léo et de Bia viennent d'atteindre l'état de fin de défécation à l'air libre, soit une couverture en latrine de 100%. Le village, en tout cas, les anciens ont réuni le village, le chef a appelé sa communauté, les mettre en tout cas devant en tout cas, les faits. Alors, ceux qui n'avaient pas de latrine dans le domaine, en tout cas, on peut faire en tout cas de latrines. Et aussi les douches, les pisards et autres, ils ont pu en tout cas faire les pisards. Et à travers ça, nous avons passé tout le temps à sensibiliser nos femmes pour le balayage et l'entretien en tout cas de leur cuisine et autres, pour que en tout cas, nous soyons en tout cas fédales. Ce résultat est à mettre à l'actif du projet pilote assainissement total piloté par la communauté. Exécuté depuis février 2016 par l'Association pour la paix et la solidarité, grâce à l'appui financier de l'UNICEF, le projet couvre 3 communes de la province de la Sicile. Son approche est de stimuler les communautés à passer à l'action pour faire reculer les obstacles au développement. Personne ne peut développer personne. Et si les communautés comprennent, je pense qu'ils vont directement tout droit vers le développement. Comme vous l'avez entendu, donc ça fait plus de 86 milliards de francs CFA que le pays perd par an parce que tout simplement, donc, il y a les maladies. On peut dire que la TPC est en marche et nous avons déjà lancé la deuxième phase de certification de 8 autres villages et de 50 autres communautés. Cette célébration des villages qui ont compris que le bien-être social dépend aussi de l'hygiène et de l'assainissement est, selon les autorités locales, un appel à redoubler d'efforts car le chemin reste encore long. Le taux d'accès à l'assainissement étant de 12% pour la région du centre-ouest. Le pont de Markala, un vestige des travaux forcés et de la période coloniale situé au Mali, a été construit dans les années 30. Des travailleurs recrutés de force dans toute l'Afrique occidentale française ont participé à cette construction. Une édification qui a créé une hécatombe et plus de 70% de ces milliers de disparus étaient des Burkinabés. Aujourd'hui, journée internationale des victimes de disparitions forcées. En leur mémoire, nous découvrons l'histoire du pont de Markala avec Martin Zerbo et Mireille Tougouma. Voici le pont de Markala, un géant de 816 mètres de blocs de métal dans la région de Ségou au Mali. Cette passerelle monumentale a été entièrement dressée à main nue. C'est un vestige des travaux forcés qui a englouti bien de vies, au nombre desquelles figurent de nombreux Burkinabés. Le Burkina Faso actuel a participé à la construction de ce pont de Markala, notamment les travailleurs recrutés dans le cercle de Waïguia et le cercle de Tougan. Et là, je crois que les témoignages sont éloquents pour ce qui concerne ces deux cercles. Plusieurs personnes y ont perdu la vie parce que d'abord c'était souvent les éboulements, la terre qui couvrait les champs.
subitement, ou des murs, des pans de murs qui tombaient sur les ouvriers qui travaillaient, ou alors beaucoup étaient électrocutés, sans compter la brutalité de ceux qui surveillaient les travaux. Débutée en 1934, la réalisation de cette plateforme, lien historique entre le Mali et le Burkina, ne s'achèvera qu'en 1947. En somme, 14 ans de supplice pour l'érection de ce titan, construit au même moment que le barrage hydraulique de Markala, le plus grand ouvrage hydraulique des autorités coloniales du Soudan français. Toutes ces infrastructures que nous voyons au-delà du pont de Markala, c'est des vies humaines qui ont été perdues dans ce type de projet. Respecter ces vies humaines, c'est respecter ces infrastructures. Pour toute l'Afrique occidentale, je dirais aussi ce pont de Markala doit nous rappeler que il fut un temps où les bases de cette intégration ont été posées par la force du régime de l'indigénat, et nous devons effectivement aller dans ce sens. Fallait-il arracher tant de vies pour que ce symbole fort de l'intégration voie le jour? Difficile de répondre, mais il en est quelquefois ainsi si on croit Émile Zola qui affirme que l'histoire jette parfois des générations dans le fossé pour que l'humanité passe. Au demeurant, ce n'est pas un hasard si à ces martyrs, un hommage particulier est rendu. Encourager l'auto-emploi, l'association Wenkuni s'investit depuis plus d'une décennie. L'association mise sur la formation professionnelle au métier polyvalent et des centaines de milliers de jeunes ont été formés à cet effet. Oumar Zombré pour les détails. L'association Wenkuni pour le développement de l'Afrique veut œuvrer pour la promotion de l'auto-emploi. À travers cette conférence de presse, elle décline ici les voies et moyens pour parvenir à ses fins. C'est un grand jour pour le Burkina. Je dis grand jour, ça veut dire quoi? Notre association parle du développement de l'Afrique, particulièrement du Burkina Faso. Mais on ne peut pas développer un pays sans passer par la formation professionnelle au métier polyvalent. Donc notre association travaille dans ce cadre de formation de masse. De 2009 à 2017, on a formé plus de 2 500 000 Burkinabés dans 370 communes du Burkina Faso. Si les différents modules que vous voyez, la saponification, l'élevage, l'agriculture, mais c'est des formations de masse de 3 jours, c'est des formations accélérées. Dans ce nouveau centre d'apprentissage, les cours théoriques et pratiques seront dispensés en 2 langues, à savoir en français et en moré. Ce n'est pas des formations théoriques, c'est des formations bilingues, moré-français d'abord, pour Ouagadougou. Dans les années à venir, on va mettre dans les autres régions, Fada, Gourmassier, français, en fonction des localités. Mais Ouagadougou, c'est moré français. Ça veut dire, même si vous n'avez pas fait l'école du blanc, même si vous êtes illettré 100%, vous verrez seulement sur la formation. La liste des formations sont là. Il y a la mécanique, menuiserie, bois, métallique, il y a saponification, l'énergie solaire. Il y a plus de 100 modules. En plus du centre de formation professionnelle, l'association intervient dans le domaine de la phytothérapie et de la médecine. C'est ce samedi 2 septembre que les étalons en football jouent contre les Lions de la Teranga à Dakar. C'est un match pour la qualification à Russie 2018. Et pour ce match, les supporters ne seront pas de la partie à Dakar. Une situation dénoncée par l'Union nationale des supporters. Moussa Ouedraogo, Khalifa Ouattara. De nouvelles armes pour l'Union nationale des supporters des étalons. L'UNC s'est doté d'un ensemble de matériel pour réussir au mieux sa mission. Pousser le 11 national partout où besoin sera pour des victoires. Une acquisition qui est une motivation supplémentaire pour l'Union. Mais voilà, l'UNC ne sera pas à Dakar pour le 3e match qualificatif pour réussir 2018. La faute au ministère des Sports, incapable de trouver un cas pour les supporters. On a tout fait pour vraiment effectuer le déplacement. Pour ce qui concerne en tout cas l'hébergement et la restauration, en tout cas tout devait être assuré au niveau du Sénégal. Malheureusement, bon, nos relations en tout cas avec le ministère, actuellement
sans en tout cas tourner autour du pot. Nous sommes orphelins, nous sommes délaissés par le ministère des Sports. Depuis en tout cas le retour du Gabon, nous sommes délaissés par le ministère. Et si en tout cas le ministère sincèrement tenait à ce que vraiment nous soyons en tout cas au Sénégal, je pense que ça, pour acquérir un quart, c'est pas en tout cas la mer à boire pour le ministère des Sports. Une situation qui fait des gorges chaudes. À une campagne africaine, l'étoile filette est partie, mais il n'est pas riche plus que l'équipe nationale. L'asso est parti. L'asso n'est pas plus anti que l'équipe nationale. Nous, on est dessus. Mais Ablassé Yamego et sa troupe travaillent déjà pour faire du stade du 4 août un enfer footballistique pour les Sénégalais au match retour. À l'étranger, le début du pèlerinage islamique annuel à la Mecque ce 30 août, un rendez-vous obligatoire pour les musulmans qui ont les moyens, au moins une fois dans leur vie. Cette année, ils sont plus de 2 millions réunis en ce moment pour accomplir les rites. Un pèlerinage organisé sous haute sécurité. Plus de 2 millions de musulmans sont arrivés à la Mecque pour le grand pèlerinage annuel. Venus des 4 coins du monde, ces fidèles entament un parcours en plusieurs étapes qui se déroulent au cœur de la première ville sainte de l'islam et dans ses environs. Un pèlerinage organisé sous haute sécurité. Les autorités saoudiennes ont mobilisé d'importants moyens pour parer à toute éventualité terroriste ou accidentelle. C'est plutôt pas mal, plutôt bien organisé. L'affluence est énorme, mais à part ça, tout est bien cadré. J'aime bien le fait qu'ils ont aussi organisé ça de façon électronique. Tout le monde doit avoir un badge, alors qu'avant c'était ouvert à tous. C'est mieux organisé, et c'est une bonne chose. Des mesures de sécurité renforcées pour ne pas revivre les accidents du passé. En 2015, une gigantesque bousculade avait fait près de 2300 morts. Le pèlerinage à la Mecque est l'un des 5 piliers de l'islam que tout fidèle est censé accomplir au moins une fois dans sa vie. Et en Libye, les gardes-côtes ont secouru plus de 500 migrants, dont des femmes et des enfants, en 4 opérations distinctes au large des côtes de la Libye, alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe par la mer. Les 4 opérations se sont déroulées entre lundi et mardi. Un coup de sirène, symbole d'un retour à la case départ. Ils sont 138 migrants à bord de ce bateau et ont été interceptés par les gardes-côtes libyens au large de Tripoli. En tout, ce serait près de 500 personnes qui ont été arrêtées en mer mardi alors qu'elles tentaient de rejoindre l'Europe. Pour la plupart, elles sont originaires d'Afrique subsaharienne, mais aussi de Tunisie ou d'Égypte. Je voulais aller en Italie avec le bateau quand le moteur s'est arrêté, explique ce jeune homme. Au même moment, 75 migrants ont été renvoyés au Nigeria depuis la Libye en collaboration avec l'Agence pour l'immigration de l'ONU. Il s'agirait d'offrir une porte de sortie à des personnes bloquées en Libye sans moyen d'en sortir. Il y a 2 jours, 4 pays européens et 3 africains se sont mis d'accord pour tenter de contenir le flux de migrants sur le continent. À présent, la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Evelyne Dabiré. Les parutions de ce 30 août reviennent sur la remise en question du franc CFA. Aujourd'hui, OFASO rappelle les faits. C'était au cours d'un rassemblement contre la France-Afrique à Dakar que l'activiste franco-béninois du nom de Kémy Séba a brûlé publiquement un billet de 5 000 francs CFA pour dénoncer cette monnaie qu'il qualifie de scandale économico-politique d'ordre colonial. Conséquence de son acte, explique le quotidien, Kémy Séba a été embastillé, entraîné devant la justice suite à la plainte déposée par la BCEAO. Finalement, le juge a prononcé sa relaxe pure et simple, poursuit l'observateur Palga. Une peine jugée clémente par ce journal qui explique que la loi sénégalaise en la matière requiert une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans. Faut-il alors voir dans ce verdict la main du politique, interroge ce journal, qui pense que ce verdict est justement pour maintenir la paix sociale au vu du tollé général qu'a suscité l'arrestation de Kémy Séba. Mais au-delà de ce acte, analyse citoyen, il y a lieu de s'interroger sur le bien fondé du maintien de cette monnaie. Ce journal explique que le dépôt des devises exigé par la France pour couvrir la masse monétaire du franc CFA est de 50%, une situation qui plombe énormément les économies africaines. Mais d'où vient le franc CFA? Rapide cours d'histoire dans le quotidien d'État qui rappelle que le CFA a été créé en temps d'exception en France par décret du général de Gaulle le 25 décembre 1945 pour rationaliser l'exploitation des colonies françaises d'Afrique.
Et depuis lors, explique ce journal, le franc CFA dépend fortement de la monnaie du trésor français. Autre sujet d'intérêt, Macron bientôt à Ouagadougou. Un détour dont la date n'a pas encore été précisée, écrivent les quotidiens. Raison de cette visite, estime aujourd'hui au Faso, façonner un nouveau paradigme France-Afrique. Le pays rapporte que Macron a en effet fixé ses priorités pour l'Afrique, des priorités qui sont la lutte contre l'immigration clandestine et contre le terrorisme, une race, écrit aujourd'hui au Faso, que Macron promet de combattre avec la dernière énergie. Et puis, avant de refermer ce journal, une grande voix de la radio s'est éteinte à jamais. Sacré Seydou Ouedraogo, l'homme des faits divers sur Radio Burkina, a tiré sa révérence ce 28 août à Ouagadougou. Avec son immense talent, il avait fait des chiens écrasés, un genre très apprécié. Il repose désormais dans son village natal à Sao, dans le Kourouéou. Les hommages ne tarissent pas à son endroit. Vincent Tiendrebego. Nabiga a eu beaucoup de chance. Il s'est réveillé au bon moment, sinon au fond de la fosse où on le destinait, il n'aurait plus eu le loisir de revoir ce monde, encore moins de me raconter son histoire. De la radio nationale à Radio France Internationale, l'homme aura marqué toute une génération d'auditeurs avec des faits divers dont lui seul avait le secret. L'inoxydable Sacré Seydou Ouedraogo, une voix qui s'est éteinte à jamais le 28 août dernier à Ouagadougou. Il avait 63 ans. Au moment où sa dépouille est portée en terre, ici à Sao, son village natal, amis, collègues, promotionnaires ou simples anonymes, tous ne tarissent pas d'éloges à son endroit. C'est quelqu'un qui était plein de joie, c'est quelqu'un qui était convivial. Lui, il transformait tout en humour. Un journaliste professionnel, jusque dans l'âme. Il a augmenté l'audience de la radio dans les années 80-90 à travers ses faits divers. Il avait un style particulier, un style inégalé, on ne peut pas l'imiter. Au-delà des faits divers, l'homme aussi, il a fait le journal parler de la rédaction de Radio Burkina. Il a animé également une émission non moins importante, Challenge au micro. À cette époque-là, Nabiga souffrait d'un mal qui dévorait sa santé et qui se jouait des efforts des médecins. Ces faits divers étaient toujours un rendez-vous à ne pas manquer. Des histoires tirées du quotidien de la vie sociale, narrées avec dextérité, au point où certains pouvaient se sentir indexés. Un talent qui a fait de Sacré Seydou un homme de radio, dont la notoriété va au-delà du Burkina Faso. À 63 ans, il laisse derrière lui une femme et 5 enfants. Toute une famille inconsolable. C'est quelqu'un qui aimait bien ce qu'il faisait et qui aimait sa famille aussi. Malheureusement, c'est venu plus tôt, mais c'est la vie et puis on laisse tout à Dieu. Journaliste formé au Centre de formation professionnelle de l'information de 1977 à 1979, actuel ISTIC, Sacré Seydou Ouedraogo a fait toute sa carrière à la radio nationale du Burkina. Il a pris sa retraite en 2012. Hommage et considération à ce grand monsieur de la radio. Et puis après ce journal, vous aurez votre émission Santé Mag qui vous propose ce soir l'automédication. Quelles sont ses conséquences sur la santé des individus? Vous aurez des réponses avec Maïmouna Dao et ses invités. Vous pouvez aussi participer en direct à cette émission en appelant au 25 40 79 03. 25 40 79 03. Santé Mag, c'est autour de 21h sur votre petit écran. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.